Pathologie du pied, traumatologie, rhumatologie, dermatologie. Tous les jours, nous accueillons nos patients, parfois souffrants. Nous les écoutons et cherchons les différents signes cliniques permettant à notre expérience de spécialiste de poser un diagnostic. Certains cas cliniques, fréquents ou plus complexes, nécessitent le besoin d'avoir accès à une base de données des pathologies fiable et validée par un comité scientifique. Découvrez le premier support de diagnostic des pathologies de l'appareil locomoteur. Cherchez les différents diagnostics par des mots-clés, des filtres ou un squelette 3D. Sélectionnez la pathologie pour découvrir les étiologies, les signes cliniques, les traitements. Comparez les différents diagnostics différentiels. Découvrez les examens complémentaires nécessaires et les orientations thérapeutiques conseillées. Regardez des vidéos de tests palpatoires et d'auto-rééducation à proposer à vos patients. Éditez des fiches pratiques avec des conseils spécialisés permettant d'évaluer la douleur et de la classer par des scores scientifiques, ainsi que d'améliorer la communication avec votre patient et vos confrères. Bienvenue dans Didoc, support de diagnostic de l'appareil locomoteur pour les professionnels de santé, créé par des professionnels de santé. Bonjour, mesdames, messieurs, confrères, amis, internautes. Je suis le docteur Mehdi, chirurgien orthopédiste, spécialiste exclusif de la chirurgie du pied et de la cheville. Et j'exerce mon art, puisqu'on parle souvent d'art en termes de chirurgie, à la clinique de l'Union, dans la très proche banlieue toulousaine. Mon propos aujourd'hui est avec l'équipe de Scientifique TV Diagnostic TV de vous exposer mon approche et la prise en charge diagnostique et thérapeutique de l'arthrose de cheville. Petit préambule avant de rentrer dans le vif du sujet, construire une équipe médico-chirurgicale, ça ne se fait pas seul. Et pour ce faire, nous sommes 3 chirurgiens dans ce que l'on a dénommé le centre de chirurgie de la cheville et du pied de l'Occitanie ou de la région toulousaine. Cette équipe comprend moi-même, votre serviteur, le docteur Lins, dans le bureau duquel nous sommes à l'instant, et notre confrère, le docteur Laborde-Julien, qui nous a rejoint plus récemment. Tout ça entouré d'une équipe de podologues et de kinésithérapeutes, d'une infrastructure assez lourde pour mettre en œuvre ces traitements qui sont à la fois anciens et qui ont un côté un petit peu classique, mais vous verrez également qu'ils nécessitent une vraie forme d'expertise. Le propos plus spécifique de ma conférence, c'est l'arthrose de cheville. L'arthrose de cheville, je dirais, à l'instar de toutes les arthroses et de toutes les articulations, se caractérise par un cortège d'éléments cliniques, médicaux, de la douleur, la perte de mobilité de l'articulation, la réduction du périmètre de marche et très souvent une boiterie, mais ce qui est plus rarement évoqué, un retentissement social qui est souvent très fort. On est souvent confronté à des hommes ou des femmes en âge de travailler qui ont été victimes d'un accident, souvent également d'un accident de travail, et qui, au travers de leur pathologie articulaire, vont se retrouver progressivement exclus. Et j'ai souvent une image qui est celle de comparer la réduction du périmètre de marche, qui est une vraie donnée médicale, à savoir j'ai garé ma voiture sur le parking et au bout de 10 à 20 mètres, j'ai du mal à marcher, on peut établir un parallèle avec le retentissement sur le périmètre de vie sociale. C'est qu'effectivement, la difficulté d'aller faire ses courses, ça peut aussi être la difficulté de se rendre chez ses amis, chez sa famille. Et donc, il y a une coupure qui se fait avec l'environnement. Donc, physique, la distance pour aller se rendre à un endroit donné, mais également donc, le quotidien de ces gens. Donc, des éléments de diagnostic physique et des éléments d'interrogatoire. L'arthrose de cheville, on fera un très bref rappel anatomique et biomécanique. Et on va vraiment s'appesantir sur les options thérapeutiques que nous, chirurgiens, on peut proposer. Dans ces rappels anatomiques, l'articulation tibiotalienne est une articulation très spécifique. C'est celle qui fait le lien entre le squelette jambier et le sol. Elle est constituée d'un élément central, pivot, qui est le talus, qui s'articule au-dessus avec le tibia, au-dessous avec le calcanéum et en avant avec ce qui s'appelle le médio-pied, tout ça avec un cortège de ligaments, de tendons, d'artères, de veines et de nerfs. Une petite particularité anatomique du talus, c'est que c'est un os flottant avec une dureté remarquable.
Sur une coupe anatomique horizontale, on constate très simplement, sans être un grand expert, de la proximité entre l'articulation tibiotalienne, donc c'est le terme médical pour désigner la cheville, cette articulation tibiotalienne avec son environnement externe, une séparation qui fait que seuls les téguments, donc quelques millimètres de peau, séparent l'intérieur de votre articulation de son environnement extérieur. Raison pour laquelle elle est particulièrement exposée au traumatisme et à l'ouverture. En effet, la hanche est profondément enfouie dans votre squelette, elle est protégée par une épaisseur de tissu musculaire adipeux qui la mettent à distance de l'exposition, alors que la cheville, très facilement, on peut percevoir qu'elle peut être exposée à avoir ce qui s'appelle une fracture ouverte, avec tout son cortège de risques infectieux qui vont avec l'exposition de l'articulation et du cartilage qui supporte très mal le fait d'être exposé à l'air ambiant. Donc je passerai sur la description de tous ces appareils tendineux, mais la cheville est très proche de l'extérieur, séparée par une fine membrane qui est finalement que la peau. C'est une surface également qui est très réduite en termes de centimètres carrés. Quel que soit votre gabarit, une cheville, ça n'excède pas 5 à 15 cm carrés en surface, toute petite surface, sur laquelle une charge énorme s'exerce, charge permanente. Je suis assis, on pourrait penser que mes chevilles ne sont pas en charge, c'est faux. Le seul poids de ma jambe sur l'autre jambe exerce une charge sur cette toute petite surface. Une cheville en coupe, c'est 2 cm sur 2 cm 5, même si vous faites 1m90 ou même si vous faites 2 mètres. Également se rappeler que sur cette toute petite surface, il vient de s'exercer 3 à 5 fois le poids du corps. Donc quelqu'un qui fait 80 kg ou 90 kg, vous aurez des centaines de tonnes qui vont s'exercer tous les jours, en ayant comme petit pense-bête les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui suggère que l'on réalise 6000 pas par jour. Donc vous imaginez, vous faites le calcul, 6000 pas par jour en moyenne multiplié par 3 à 5 fois 90 kg, vous avez des tonnes et des tonnes qui s'exercent sur cette toute petite surface. Pourquoi ce petit élément biomécanique? Pour expliquer combien il est difficile de fixer des petits éléments qui seront contraints en permanence. Ces petits éléments, ça peut déjà, vous le deviner, la prothèse de cheville, comme on a les prothèses de hanche ou les prothèses d'épaule, comme le disait l'un de mes maîtres, la seule vraie différence entre le genou, la hanche et la cheville et l'épaule par exemple, c'est qu'on ne marche pas sur les mains. Donc ces charges que je vous ai présentées de façon très simpliste pour des spécialistes de biomécanique ou des ingénieurs de chez Airbus, ici à Toulouse on parle d'Airbus et pas de Boeing, voilà, c'est des contraintes énormes sur une petite surface. Et ces contraintes ne se répartissent pas de façon homogène. L'arthrose, pour nous, chirurgiens ou membres de la communauté médicale, c'est une définition qui est celle de la perte de toute ou partie du cartilage sur une petite surface ou sur une très grande surface. Également, j'aime bien travailler avec les analogies, c'est un petit peu comme une carie. Une carie n'a pas besoin d'être grande ou petite pour faire mal. Parfois, une toute petite carie va faire très mal très rapidement. L'arthrose, c'est pareil. Il y a une inégalité de la perception de la douleur qui fait que parfois vous avez de façon très surprenante des patients en consultation avec des lésions arthrosiques très étendues, donc vous êtes surpris de l'historique, ils vous disent ça fait une dizaine d'années ou une vingtaine d'années que l'accident a eu lieu, et à contrario d'autres patients qui ont eu un traumatisme sévère mais une quinzaine de mois ou une vingtaine de mois plus tôt, avec une lésion en termes de superficie très circonscrite, mais en termes de retentissement douloureux très important. Donc pas de corrélation, mais retenez que l'arthrose c'est la perte de toute ou partie de ce cartilage, avec un pincement de l'articulation, une ostéophytose, c'est ce qui est aussi appelé par le commun des mortels des becs de perroquet, que l'on connaît assez facilement dans la colonne vertébrale, plus d'autres signes, d'autres stigmates cliniques, sous la forme d'exsudat, donc d'exsudation avec l'œdème. Docteur, j'ai la cheville qui enfle. Nous, on a facilement les chevilles qui enflent parce qu'on est très content de ce que l'on fait, mais eux, en l'occurrence, c'est le produit d'une cascade de réactions biochimiques qui se développent à l'intérieur d'une articulation qui est abîmée, plus de cartilage, donc il y a d'autres symptômes qui s'associent. Perte de mobilité, donc perte d'éléments, perte de qualité mécanique, développement ou pincement de l'articulation, douleur.
Sur des radiographies comme celle que vous voyez à l'écran, on comprend également, sans être un grand expert, qu'il se passe quelque chose, avec une désaxation de la cheville sur la radiographie en haut à gauche, celle où vous avez le fil métallique, qui permet de quantifier l'importance de cette désaxation. Sur la radiographie en haut à droite, vous voyez le développement de cette excroissance au niveau du tibia vers l'avant, cette dent qui semble avancer, c'est une construction osseuse qui était également l'un de ces stigmates de l'arthrose, mais sur les radiographies. Et sur les deux radiographies du bas, le pincement de l'articulation avec une disparition de la hauteur. Une articulation qui est en bon état, vous pouvez le deviner sur certaines de ces interlignes sur la radiographie, il y a un espace qui est permanent. Quand le cartilage ne se voit pas sur une radiographie, quand vous avez le développement de lésions arthrosiques, il y a une disparition de cet espace avec une contiguïté qui se fait entre deux os, qui est la traduction de cette arthrose. Les étiologies, pour l'essentiel, retenez que ce sont les accidents. Il y a d'autres étiologies, donc d'autres causes, d'autres origines plus rares à l'arthrose de cheville, les polyarthropathies, les maladies inflammatoires telles que la polyarthrite rhumatoïde, dont on parle toujours beaucoup, mais qui, grâce au développement des thérapies géniques, est peu vue ou de moins en moins vue en consultation. Mais vous avez surtout les fractures, qui sont donc les pourvoyeuses les plus importantes en volume d'arthrose de cheville, mais également, et de façon un petit peu plus annexe, bien que ce soit également un élément post-traumatique, ce sont les instabilités de cheville. En clair, la fracture, plus la fracture est grave, plus elle est ouverte, plus elle est communicative, donc en beaucoup de fragments, plus il y a un risque important qu'il y ait de l'arthrose qui s'y développe, ainsi que l'instabilité, plus vous avez d'entorse, et chacun de ces accidents d'entorse, d'instabilité, vont entraîner une dégradation du cartilage. Donc vous avez des lésions ligamentaires qui sont le préalable, et secondairement, une désaxation qui va se faire progressivement avec une disparition du cartilage et une forme un petit peu plus spécifique d'arthropathie ou d'arthrose, qui est une arthrose dite varisante, à savoir une arthrose de cheville qui va partir vers l'intérieur, avec ces images qui sont tout à fait caractéristiques. Le diagnostic, il est assez simple, le diagnostic, c'est essentiellement un diagnostic d'interrogatoire. Pour l'essentiel, on va bien entendu faire des scanners, des radiographies, des IRM, mais avec un petit peu d'expérience et d'expertise, je dirais qu'au bout de quelques instants, voire même au bout de quelques secondes, lorsque le patient rentre dans votre bureau, qu'il a une cinquantaine d'années, qu'il a une boiterie, et que vraisemblablement il ne vient pas pour un hallux valgus, mais je dirais que plus d'une fois sur deux, c'est pour une arthropathie, une arthrose tibio-talienne. Bien entendu, donc, ces examens sont indispensables. L'examen clinique, c'est souvent le plus important, c'est celui souvent qui aujourd'hui, avec toute la débauche de technologie que l'on a, que l'on finit par remettre, mais il est non seulement essentiel, c'est le préalable d'abord à l'établissement de la relation avec le patient, la confiance qui s'établit non pas autour d'un scanner ou d'une IRM, mais d'abord autour du rapport que vous avez directement avec votre patient. Et bien entendu, pour asseoir les éléments d'interrogatoire et d'examen clinique, on va faire ces examens, scanner en charge, qui est probablement l'un des éléments de technologie sur lequel on s'appuiera le plus aujourd'hui, mais on peut, si on ne dispose pas d'un scanner en charge, les éléments habituels, l'arthroscanner, qui sur les images en bas à droite de l'écran, sont particulièrement parlants. Alors, en fait, ces examens, quand on a de l'expérience, ne sont pas là pour vous conforter dans le diagnostic. Le diagnostic, vous l'avez porté. Je dirais même qu'on serait plutôt enclin à limiter ces examens parce que ils nous sont inutiles en fait. Ils ne sont utiles que techniquement pour préciser quel outil on va utiliser chirurgicalement pour corriger ces anomalies articulaires et ou pour ne pas méconnaître d'autres articulations qui peuvent passer inaperçues et dont les lésions peuvent masquer ou donner des symptômes assez proches tels que l'arthropathie sous-talienne. Mais mon propos n'est peut-être pas là d'avoir une vision trop technique de l'approche de ces pathologies. Sur ces radiographies, par exemple, on voit très bien également, sans être un expert, on devine l'importance du traumatisme avec toutes ces plaques, ces vis qui ont été mises dans cette cheville. Et lorsque l'on a un doute sur la vascularisation, à savoir est-ce que les vaisseaux fonctionnent encore, parce que vous avez des patients qui ont été victimes d'accidents gravissimes, dont ils ne connaissent plus la nature exacte des lésions, en particulier des lésions vasculaires, il est important de compléter le bilan avec les examens nécessaires. Une fois que l'on a établi le diagnostic, que l'on a fait les examens complémentaires, on peut, lorsque l'on est en plus chirurgien, mais également on a le souhait, parfois, certains d'entre nous, ça ne hiérarchise pas la qualité de nos chirurgiens, mais certains d'entre nous participent à des travaux scientifiques, on établit ce qui s'appelle un score fonctionnel, qui permet de faire des publications dans des grandes revues,
mais également, même pour soi-même, ça permet de suivre l'évolution de notre patient. Aujourd'hui, on en est encore au papier, stylo, gomme, parce que c'est facile de l'avoir. Probablement, et je n'en doute pas, que demain, on aura d'autres outils qui seront plus faciles d'utilisation et qui permettront surtout d'un clic, finalement, d'obtenir des séries très importantes. Mais ça, c'est peut-être pas non plus le propos directement aujourd'hui. Diagnostic, un petit arbre décisionnel, diagnostic, examen complémentaire, on a établi un score fonctionnel, on a des options thérapeutiques. Donc, comment traiter nos patients? Les deux grandes options sont celles de l'arthrodèse, donc bloquer la cheville, supprimer la mobilité, souder l'articulation, ou l'arthroplastie, remplacer l'articulation par une prothèse, et enfin d'autres possibilités techniques que l'on va simplement évoquer. Ces autres traitements sont assez rapidement le débridement arthroscopique, donc en clair on met une caméra dans la cheville, on nettoie la cheville de la prolifération de la synoviale, donc cette petite membrane qui tapisse l'intérieur de l'articulation et qui contribue à faire mal, donc on nettoie tout cela. On essaye d'abraser, donc de réséquer ces excroissances osseuses, ces ostéophytes, ces becs de perroquet que je vous ai montré sur les radiographies tout à l'heure, ou on peut également corriger des malpositions, on essaie de réduire des désaxations, soit par une vagisation, soit par une varisation, c'est des termes un peu techniques, mais en clair, retenez qu'il faut remettre la cheville le plus possible dans son axe physiologique, qui n'est pas l'axe anatomique. Et enfin, de façon beaucoup plus annexe, beaucoup plus secondaire, les traitements tels que la viscosupplémentation, l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique ne sert pas uniquement à combler des rides chez nos épouses, mais pas que nos épouses, après tout, dans notre société aujourd'hui. Tout le monde a le droit à sa petite touche de médecine esthétique. Donc l'acide hyaluronique permet également à des vertus cicatrisantes sur le cartilage, mais ça reste encore sujet, non pas de polémique, mais assez théorique comme thérapeutique. Par contre, les injections de PRP ou de PRF, qui sont obtenus après centrifugation de votre sang, dont on va extraire les protéines qui rentrent dans la cascade de la cicatrisation. Également, théoriquement, ça semble fonctionner, mais entre le lapin Watanabe et monsieur et madame tout le monde, il y a un pas que je ne franchirai pas, justement sans mauvais jeu de mots. Enfin, les orthèses plantaires font partie également, donc les semelles en clair, font également partie de la thérapeutique. Il faut avoir évoqué tout cela. Le contrat moral, il s'établit entre le patient et son praticien, à savoir quel est le traitement le plus adéquat à vous proposer. On va là se concentrer sur les deux grands traitements, arthrodèse, prothèse. Il faut exposer le mieux possible au patient, mais le patient attend de nous également de l'orienter. Souvent, la question qu'il nous pose, mais ce n'est pas du tout spécifique à ma pratique, c'est « Docteur, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à ma place ?» La vraie grande différence, c'est que je ne suis pas à votre place, donc on ne peut pas répondre sous cette option-là. On peut essayer d'éclairer les propositions que l'on fait auprès du patient au travers de son expérience et de son expertise. C'est pas tout à fait pareil. L'expérience est le fruit de la construction d'une carrière médico-chirurgicale, et au fil et au gré des années et des constatations que l'on a fait, on essaye d'être le plus fidèle à ce que l'on a vu et non pas le plus fidèle à des contrats que l'on pourrait avoir à droite ou à gauche, ce qui, malheureusement, ou c'est un petit peu les affres de tous nos métiers, on peut être confronté. Il faut essayer vraiment de se désengager le plus possible, de dire je propose ça parce que je pense que philosophiquement et moralement c'est ce qu'il y aura de mieux pour mon patient, et non pas parce que je pense que c'est ce qui techniquement m'amuse le plus, parce que évidemment dans ma chirurgie il y a une part de plaisir à faire ce que l'on fait. Le cycle de vie de la cheville, alors également une sorte de construction un petit peu géométrique que je vous ai mise pour vous dire quels sont les traitements que je fais le plus. Alors il faudrait pondérer cela parce que ce cycle de vie de la cheville est relativement ancien. Aujourd'hui il a changé, à savoir que toutes les flèches convergent vers l'arthrodèse. Ça veut dire que globalement toutes les chevilles arthrosiques finiront à un moment T par avoir une arthrodèse. Là on a des rapports de 90-90 pour prothèse arthrodèse. Aujourd'hui, ce serait plutôt 140 à 150 arthrodèses pour une centaine d'arthroplasties. Et on va voir pourquoi. L'arthrodèse, qu'est-ce? L'arthrodèse, c'est la fusion d'une articulation. Alors, dit également comme cela, on se dit, mon Dieu, quelle catastrophe, comment on va souder une articulation? D'abord, c'est l'une des interventions les plus anciennes qui ont été démontrées, codifiées, documentées en chirurgie orthopédique. Grossièrement, c'est 250 ans d'histoire. C'est à la fin du 18e, un chirurgien anglais qui s'appelait Park, qui avait constaté que les patients qui étaient atteints de tuberculose, lorsque leurs genoux étaient soudés par l'évolution spontanée de la maladie, n'avaient plus mal. En clair, vous supprimez le mouvement vous supprimez la douleur en supprimant le mouvement.
Alors, ça peut être une aberration biomécanique, puisqu'on supprime quand même une mobilité qui est importante, ou qui semble plus importante qu'elle n'est en fait. Et cette intervention, ces constatations de Park à la fin du XVIIIe ont été codifiées techniquement par un autre chirurgien, Albert, à la fin du XIXe, et peu ou prou, on utilise la même philosophie. Et ça demeure encore aujourd'hui le gold standard de la chirurgie orthopédique pour la prise en charge de l'arthrose type-italienne, c'est l'arthrodèse. On verra après qu'il y a des bémols apportés à cette affirmation un petit peu forte. Le contrario, où dans ces pondérations, c'est une intervention qui est technique, difficile, et qui aurait le risque d'entraîner un overuse, donc une hyperutilisation des articulations au-dessus, sus et sous-jacentes. Le principe de cette arthrodèse, c'est de fixer la cheville dans une position dite de fonction, à savoir 0 degré dans le plan sagittal, 5 à 10 degrés de rotation externe et 10 degrés de valgus, donc de la cheville, en fait, n'est pas exactement dans l'axe, mais légèrement vers l'extérieur. Il y a des techniques différentes, je vous en fais l'économie. Les deux grandes techniques, c'est soit on utilise des plaques, on va donc préparer le tibial et l'astragale pour qu'ils s'affrontent l'un avec l'autre. Pour ceux qui sont un petit peu férus de bricolage ou qui ont des parents qui sont ébénistes ou menuisiers, tenon mortaise, ça parle souvent assez bien à tout le monde. On fait un tenon et une mortaise et on encastre l'un dans l'autre et on fixe tout cela avec des plaques ou des vis. Spontanément, on peut penser qu'il y a un accourcissement qui soit provoqué ou généré par le fait que l'on fixe ces deux os-là, mais en fait, il n'est pas perceptible par le patient. Les techniques, on utilise plutôt des plaques dites verrouillées, c'est du moins plutôt mon choix parce qu'elles permettent de respecter les deux autres articulations qui sont l'articulation sous-talienne, qui est celle qui est au-dessous, et l'articulation médio-tarsienne, celle qui est en avant, qui permettent de compenser très efficacement la perte de mobilité que vous avez dans l'articulation tibio-talienne. La technique chirurgicale, elle se fait au bloc opératoire, sous garrot, anesthésie générale, ça dure à peu près environ 1h à 1h20, peu importe le délai, c'est pas très important, il vaut mieux prendre son temps et bien faire plutôt que le contraire, évidemment. Les détails techniques ne sont peut-être pas non plus passionnants pour tout le monde. Grossièrement, retenez que plus on éprouve une technique, mieux on la fait. Dans ces obstacles techniques, il y a un petit artifice que l'on a décrit et que l'on a codifié avec François et Julien Laborde et l'un de nos confrères italiens, Dr Bernasconi, qui permet justement de s'affranchir d'obstacles osseux, qui sont celui qui est constitué par la malléole externe. Donc on vient réséquer une partie de cette malléole externe, qui permet en plus d'avoir une sorte de substrat supplémentaire qu'on peut gréver, qu'on peut greffer l'articulation pour combler des défects. En gros, il y a des vides, il y a des espaces, on les comble avec de l'os. Je vais peut-être accélérer un petit peu pour aborder l'autre traitement de l'arthrose, qui est celui de l'arthroplastie. Vous verrez probablement, il y a un film qui explicite de façon très imagée comment on réalise cette arthrodèse et comment on la fixe. Radiographie après une arthrodèse avec une ou deux plaques et les stigmates de l'osteotomie de soustraction de la fibula, qui est ce petit artifice que l'on a mis au point et codifié, qui a fait le tour du monde maintenant et dont on est très fier. La série, alors également il faudrait la mettre, celle que vous voyez à l'écran n'est pas celle qui est celle dont je fais entre guillemets la promotion scientifique, puisque ma série aujourd'hui n'est pas de 54 patients, mais de plus du double, avec majoritairement des hommes, parce que ce sont plutôt des hommes qui sont fracturés et traités pour ce type de pathologie, avec entre 55 ans d'âge moyen, et pas plus d'intérêt que cela, mais dire que la fusion de la cheville donne d'excellents résultats. Voilà. Souvent, on va vous dire que l'arthrodèse, souvent on va dire, mon Dieu, on va te bloquer la cheville, mais pas du tout. Pourquoi? Parce que justement, on compense parfaitement avec les autres articulations, et ça permet surtout d'avoir un résultat pérenne. La discussion, c'est pour orthodarthrodèse, la discussion scientifique non plus n'est pas, à mon avis, passionnante. Retenir simplement que grâce aux artifices qu'on a mis au point, on a diminué notre taux de complications. Et parmi ces complications, il y a la non-fusion. Donc l'objectif de l'arthrodèse, c'est de fusionner ces deux os, le tibia et l'astragale. Et la non-fusion ou la pseudarthrodèse est l'une de ces complications qui est redoutée. Et grâce à cet artifice technique, on a diminué très sensiblement nos taux de pseudarthrodèse. L'arthroplastie, qui est donc, qui vient s'opposer directement à l'arthrodèse, qui est le fait de préserver la mobilité. Alors évidemment, quand je vous dis ça comme ça, je dis ben, c'est merveilleux, il faut absolument préserver la mobilité. Surtout que le chirurgien orthopédiste est éduqué dans cette notion de il faut préserver à tout prix la mobilité. Alors pourquoi? Parce qu'on prend souvent comme exemple la prothèse de hanche. 100 000 prothèses de hanche sont posées à peu près par an en France, ou la prothèse de genou, 80 000 prothèses de genou, un peu plus, pour 500 prothèses de cheville, c'est-à-dire beaucoup moins. Alors, c'est très bien, on ne va pas compter ça au montage, je remonte s'il faut. Pour 500 prothèses de cheville, donc le ratio, la population est très différente.
Bien entendu, si vous fixez une hanche ou si vous fixez, ou si vous fixez un genou, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il y a une immense différence biomécanique. C'est que dans la cheville, comme je vous l'ai montré, il y a d'autres articulations qui prennent le relais. Donc vous bloquez la cheville, mais vous arrivez à marcher, vous arrivez à faire du ski, vous arrivez à faire du vélo, vous arrivez à faire du golf. Évidemment, si je vous soude le genou ou si je vous soude la hanche, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ces deux articulations qui permettent de compenser ces pertes de mobilité. Mais il y a une cinquantaine d'années, 2 chirurgiens français, lors des marottes, ont quand même tenté de faire cette expérience, de se dire, après tout, on pourrait faire comme dans la hanche et dans le genou. Et en fait, on doit leur rendre grâce. Parce que, alors, ça a d'abord été des échecs retentissants. Les chirurgiens qui verront ces images se diront, mon Dieu, comment on a pu faire un truc pareil. Mais c'est grâce à l'initiative et à l'entregent de ces 2 chirurgiens que l'on est là aujourd'hui, qu'on arrive à en discuter 50 ans plus tard. Mais surtout, c'est que, petite parenthèse, c'est pour battre en brèche le principe de précaution. Si on avait appliqué aujourd'hui les réglementations que l'on a aujourd'hui à ces chirurgiens, non seulement ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait, mais probablement ils seraient en prison. Donc on ne parlera absolument pas de ce qu'ils ont pu développer et grâce auquel ils ont été les promoteurs de ce que l'on fait aujourd'hui. Donc ces prothèses ne fonctionnaient pas, fonctionnaient très peu, ça fonctionnait mécaniquement sur le bureau et dans le malade quelques semaines, quelques mois, mais très rapidement, compte tenu des contraintes énormes qui s'exercent sur ces petites surfaces, les prothèses se décellaient. Le décèlement, c'est l'issue de toutes les prothèses. Simplement, le décèlement dans une hanche, aujourd'hui, c'est une vingtaine d'années, dans un genou, c'est une quinzaine d'années, dans la cheville, c'est plutôt de l'ordre de quelques années. Donc c'est pour ça que je suis maintenant, vous l'avez compris, plutôt le fervent défenseur de l'arthrodèse plutôt que de l'arthroplastie. Je vous le dis d'autant plus facilement qu'aujourd'hui, vous voyez défiler à l'écran les différentes technologies qui se sont succédées, les différentes générations de prothèses, mais malgré cela, ces prothèses sont grevées d'un taux très important de décèlement à un délai qui me paraît trop court. Plus techniquement, pour mes confrères orthopédistes, bien entendu, il s'agissait d'un implant plus particulier, mais au vu de la qualité des résultats que j'ai obtenus avec mes arthrodèses, je pense que l'arthroplastie doit être vue avec plus de mesures, plus de distance, en attendant qu'on développe probablement des 4e générations de prothèses. Les suites de l'arthroplastie, parce que je continue à en faire, sont sensiblement superposables à celles de l'arthrodèse, à savoir c'est vous immobilisez le patient, vous le rééduquez, il ne retrouve pas plus vite son autonomie qu'après une arthrodèse, mais surtout il retrouve un résultat qui est plus pérenne, qui est plus rassurant, sans avoir la crainte de ces fameuses géodes qui sont l'ennemi du chirurgien orthopédiste dans l'arthroplastie totale de jeu. Également, vous avez une petite série à l'écran qui était la série de mes arthroplasties plus celle d'autres de mes confrères, avec des résultats fonctionnels qui sont très bons. La difficulté vient de cela dans ces 2 grandes interventions, arthrodèse versus prothèse, c'est que les résultats fonctionnels sont très bons. Dans un cas, il est pérenne, dans l'autre cas, il ne l'est pas. Et ça, je pense qu'il est suffisant pour des chirurgiens qui sont férus justement de travaux scientifiques de se dire arrêtons 5 minutes, prenons un peu de recul, regardons ce que cela donne. Ça fait 5 ans, 10 ans que l'on fait cela. Quel est le résultat? Au-delà du plaisir technique, c'est-à-dire qu'il est parfois plus satisfaisant techniquement que de privilégier une solution parce que c'est ce que l'on préfère faire. Mais au vu des résultats au bout de tant d'années, l'on se doit de se dire non, pour l'instant, compte tenu des résultats que j'ai en ma possession, il vaut mieux proposer cela à mes patients, sauf dans certaines situations. Plus de polémiques, pas vraiment, mais plus de discussions, à mon avis, nous amènerait sur des analyses plus pointues, plus techniques, qui, à mon avis, n'ont pas un intérêt immense. Très simplement, c'est quelle est la nature de ces géodes, ces trous qui se développent autour des prothèses, probablement à la fois le design des implants, la nature du revêtement, l'usure générée par la mobilité de l'articulation, ça n'a pas un immense intérêt. Mais, dernier point, c'est lorsque votre prothèse ne fonctionne pas, vous êtes obligé de retirer la prothèse, dans des conditions techniques qui sont beaucoup plus complexes, puisque vous enlevez ces éléments prothétiques, ça prend beaucoup de place dans l'articulation. Il faut donc en plus faire une greffe, ce sont des greffes qui sont également importantes, qui sont prises aux dépens d'une crête iliaque postérieure, donc à l'arrière du patient, parce que c'est l'endroit où on a le plus de quantité d'os. Vous devez combler ces espaces, les fixer avec plus de matériel, c'est compliqué. Donc l'arthrodèse reste le gold standard pour moi, et je ne crois pas mentir en disant qu'également pour François et Julien, même si dans des conditions particulières, sur des personnes âgées, on peut effectivement continuer à proposer une arthroplastie sans que ce puisse être perçu comme criminel, avec beaucoup d'humour et de distance. Enfin, les limites de cette chirurgie. Bien ne jamais perdre de vue que
Je faisais une petite parenthèse tout au départ sur la perte de lien avec la vie sociale. On voit sur ces images un petit peu choquantes de cheville complètement désaxée. C'est pas le patient qui met sa cheville dans cette position, c'est qu'elle est dans cette position. On devine également que c'est un malade dont je sais qu'il vit dans la rue. Il a fracture, perdu son emploi, tout le cortège, la cascade sociale qui s'est enclenchée et cette cheville complètement désaxée, dont le sort, malheureusement, ça peut être ça. Donc il faut bien percevoir que cette chirurgie n'est pas une chirurgie de confort, hein, c'est pas rendre service pour que ce soit joli, pour pouvoir mettre ses loups boutins, c'est parfois vivre. Et rater son intervention, rater parce que les conditions du patient font qu'on ne peut pas arriver à un résultat satisfaisant de façon exceptionnelle. Ça peut parfois se solder par une amputation. Et nous, chirurgiens, en particulier orthopédistes, on se doit de toujours avoir une petite lumière qui est là pour nous rappeler, attention, l'objectif n'est pas qu'un objectif technique et de faire des prouesses techniques, mais aussi de toujours prendre en considération les possibilités ou l'évolution funeste que certaines interventions peuvent connaître. Dernier mot peut-être pour conclure. On a des populations qui sont vieillissantes, avec une multiplication des traumatismes de la cheville, mais également des populations vieillissantes, mais bien vieillissantes, c'est-à-dire qu'on vieillit de mieux en mieux, et il n'est absolument pas rare aujourd'hui de voir sur un télésiège son voisin, plus que les cheveux grisonnants, continuer à dévaler des pentes tout chousses, avec des traumatismes qui vont donc se présenter, avec des conséquences plus à distance d'arthrose plus importantes, puisque vous avez plus de traumatismes de cheville, et avec donc une population à opérer plus importante, probablement dans laquelle il y aura toujours ce choix avec prothèse ou arthrodèse. Mais je garde cet adage, qui est un adage qui pourrait presque être utilisé comme un argument publicitaire, mais qui n'y a aucune publicité à faire, c'est que l'arthroplastie, donc la prothèse de cheville, ça demeure et c'est toujours une arthrodèse en attente. Merci de votre attention.